docteur Stéphane Gaillet, vous êtes médecin des hôpitaux au CHU de Strasbourg et Oui. chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Merci beaucoup de nous donner de votre temps pour ce débriefing et Merci à nous vous. parler des divers sujets qui vous tiennent à cœur, que vous avez observés sur la pandémie, les chiffres, les patients, l'inquiétude, une certaine incompréhension, les gestes barrières et Oui. Oui. ce qui fait votre quotidien. Donc, je vais vous laisser la parole pour que vous nous expliquiez un petit peu avec vos chiffres, avec vos analyses, l'état de la pandémie en France. Et comme pour les autres débriefings, je vous poserai des questions au fur et à mesure. Voilà. Merci à vous, merci de votre invitation. Effectivement, étant médecin infectiologue, je suis très concerné et très intéressé par cette épidémie qui est d'un nouveau genre. Je ne vais pas du tout parler de l'origine du virus, mais ce que l'on constate, c'est que ce virus est vraiment surprenant. Il nous a surpris essentiellement par sa pathogénicité, son pouvoir pathogène. On n'a pas jusqu'à présent rencontré de virus avec un tel arsenal pathogène, hein, parce qu'il diffuse dans tout le corps, non seulement les voies respiratoires, mais dans le tube digestif, et puis surtout dans les vaisseaux sanguins. Et cette diffusion dans les vaisseaux sanguins, dans l'endothélium vasculaire, explique en grande partie la gravité des complications qui se développent souvent à partir du 8e jour avec des thromboses, hein, c'est ce qu'on appelle des caillots dans le langage fréquent, des embolies, etc., ce qui fait toute la gravité et ce qui explique bien des décès. Donc déjà, un virus qui n'est pas un virus banal du tout, alors qu'il y a d'autres coronavirus qui sont des virus banals, qui donnent des rhumes. Là, on a affaire à un virus qui a un équipement pathogène vraiment surprenant. Et il nous a beaucoup surpris, il nous a déroutés et il continue de nous surprendre. Ce que je voudrais dire aussi, ce qui m'a surpris sur le plan de l'expression clinique, c'est que cette maladie a presque toujours un début progressif. Et là aussi, en matière d'infection virale, on a été surpris parce qu'on avait beaucoup plus l'habitude des maladies infectieuses virales à la fois respiratoires et digestives qui commençaient brutalement. La grippe commence brutalement, c'est-à-dire qu'on commence à ressentir un petit malaise vers 10 heures, et puis à midi, on est obligé de se coucher. Ça s'installe en quelques heures. C'est très brutal. Les gastro-entérites également ont un début brutal. Et là, avec cette Covid-19, ce qui est frappant, c'est ce début progressif. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas au début ce qui se passe, sont surpris, je suis un peu fatigué, etc. Et puis petit à petit, de jour en jour, la maladie s'installe et surprend et puis peut terrasser les gens. Et cette installation progressive est en faveur d'une mauvaise évolution parce que quand on ne comprend pas bien ce qui se passe, quand c'est insidieux, eh bien, on n'est pas du tout enclin à réagir vigoureusement. On se dit, bon, c'est une fatigue passagère, ça va passer. Ensuite, concernant l'épidémie en France, je fais partie de ceux qui pensaient en février qu'il n'y aurait rien, parce que j'avais en mémoire les épisodes épidémiques que nous avions eus avec le SARS-CoV-1 et puis le MERS-CoV, c'est-à-dire le premier SARS-CoV dont l'épidémie avait commencé en Chine, et qui a avorté assez vite, qui n'a pas été très loin. Et puis le MERS-CoV, un autre coronavirus assez proche, qui avait commencé sous forme d'une épidémie très grave en Arabie Saoudite, mais là encore, qui a avorté. Je voudrais vous montrer tout ce que j'ai préparé. Donc ça, c'est la courbe de mortalité globale pour toute la France, globale. Et on voit que lors la première vague, il y a eu effectivement une augmentation de la mortalité globale.
Mais, bon, cette courbe n'est pas à jour, elle vient de l'INSEE, mais qu'à l'occasion de la deuxième vague, la mortalité globale n'augmente que très peu. Ce qui accrédite la notion que l'on a, je voudrais en parler un petit peu, selon laquelle on a tendance à étiqueter décès attribuables à la Covid à des gens qui sont décédés d'autre chose. Et ça, ce n'est pas une opinion personnelle. J'ai eu plusieurs témoignages en ce sens. Bon, je ne vais pas enfoncer le clou, mais je voudrais quand même en parler un petit peu. Sauf si vous y voyez un inconvénient. Pas du tout, je vous écoute. Voilà. Et donc ensuite, j'ai les données de l'hôpital, 2500 lits. Vous pouvez revenir sur les données de l'hôpital, juste. Donc ça, c'est pour l'hôpital de Strasbourg, CHU de Strasbourg. Nous avons un peu plus de 2500 lits. Ce sont les tests que nous réalisons tous les jours. Bon, pour l'hôpital US et CHU de Strasbourg et pour les établissements extérieurs. Ensuite, la positivité des tests. Alors, on voit qu'elle augmente. Elle augmente depuis le début septembre. Le taux de positivité donc, augmente régulièrement, mais pas de façon explosive. Et vous avez une homogénéité dans les tests et dans le nombre de cycles qui sont utilisés pour l'analyse? On s'aligne quand même sur les recommandations. Enfin, je ne sais pas si ce sont des vraies recommandations, mais on est toujours à plus de cycles que l'Allemagne, bien entendu. On a toujours, en France, on est à la tendance à avoir un excès de tests positifs, c'est-à-dire à avoir des tests faussement positifs. Ça a été la tendance qui a été choisie. Là encore, je pense, par peur de manquer des cas. Mais au résultat, eh bien, on va détecter des gens qui ont un petit peu d'ARN résiduel sur des muqueuses, mais qui ne sont probablement pas contagieux, ni infectieux, ni infectés, ni contagieux. Ensuite, les appels journaliers reçus au SAMU, donc à Strasbourg, en rapport avec la Covid, on voit que depuis le début septembre, ça augmente, mais ça augmente surtout depuis le 10 octobre. Les professionnels du CHU dépistés Covid+, on est incapable d'assurer une prévention à 100% pour les professionnels de santé, malgré toutes les précautions. Il y a toujours des trous dans la raquette, il y a des lacunes, et vous voyez qu'il y a des gens qui se contaminent. Alors, ils peuvent aussi se contaminer en dehors de leur exercice professionnel. Voilà. Et puis, donc là, les patients Covid+, voilà, ça c'est vraiment les données de morbidité concernant les patients. Donc, en réanimation, donc là, on en est au 12 novembre, vous voyez, c'est presque à jour. On en est à 40, vous voyez, ce n'est pas énorme, hein, 40 pour le CHU de Strasbourg. 40 patients Covid+, en réanimation, et en unité conventionnelle, on en est à peu près à 180. Voilà, 180. Et ça représente quel taux d'occupation du CHU de Strasbourg? Sur 2500 lits, bon, alors je n'ai pas en tête le nombre de lits de réanimation, bon, parce qu'en fait, on peut l'adapter, mais on est très, très loin de la saturation, extrêmement loin de la saturation. Parce qu'on parle tout le temps de la saturation, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que à taux de remplissage des lits de 90%, mais c'est un objectif en dehors des crises sanitaires, parce que l'hôpital ne peut atteindre son équilibre financier que s'il a un taux de remplissage proche de 90%. Donc, on dit que c'est quelque chose d'alarmant, mais en période calme, c'est ce que l'on recherche. On recherche toujours un taux d'occupation le plus proche possible de 100%, tout en évitant la saturation. Et ça, on ne le dit jamais. Donc, idéalement, un hôpital qui fonctionne bien, en dehors des crises sanitaires, il a un taux de remplissage de 95%. C'est comme ça qu'on peut assurer l'équilibre financier. D'accord. Donc,
C'est ça, il faut quand même le rappeler. Mais Vous, évidemment, vous on n'a avez pas… vous avez des lits, vous voulez qu'ils soient occupés, mais vous ne voulez pas avoir de gens malades, quelque part. En fait. Oui. On veut qu'il soit occupé, mais que tout se passe bien. Voilà. Que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun débordement, qu'il n'y ait aucun affolement. On ne veut pas d'urgence, en quelque sorte. Très bien. On veut c'est très clair, c'est très bien de présenter ces outils, ces indicateurs de pilotage, on va dire, parce que ça permet aux lecteurs, ça me permet de comprendre. Mais oui, parce vous qu'on ne nous donne pas toujours les clés de lecture. On nous affole en disant le taux de remplissage augmente, bientôt on n'aura plus de lits, mais et on oublie de dire que, étant donné le mode de tarification des établissements, et pour que ça fonctionne bien, il faut quand même que le taux de remplissage soit pas à saturation, mais soit largement supérieur à 80%. Voilà. Bon. Super. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais vous présenter le graphique que j'effectue moi-même à partir des données de Géode Santé publique France. Alors, pourquoi je les effectue moi-même? Parce que je ne suis pas en accord avec le choix des données épidémiologiques qui nous sont souvent présentées. Je trouve que les données qui nous sont présentées manquent parfois de pertinence et sont de nature à inquiéter, oui, je trouve, un peu inutilement la population. Je m'explique. On nous parle, alors surtout depuis le mois de septembre, on nous parle beaucoup de mortalité, mais au lieu de nous parler de nouveaux cas de décès quotidiens, on nous parle de mortalité cumulée, c'est-à-dire de décès cumulés. Et forcément, c'est un nombre qui ne fait qu'augmenter et ça contribue à affoler, je crois, les gens. Alors que si l'on parle du nombre quotidien de personnes nouvellement décédées de la COVID-19, eh bien, on a une donnée qui reflète vraiment l'évolution de l'épidémie dans sa forme plus grave, c'est-à-dire dans la mortalité. Et je vais y revenir. Pour moi, alors Santé publique France propose sur son site Géode pratiquement entre 30 et 40 indicateurs. Donc, on comprend bien que pour les personnes non initiées, c'est absolument illisible, c'est incompréhensible. Alors que le pouvoir exécutif a choisi de communiquer essentiellement, on a constaté ça depuis l'été, de communiquer essentiellement sur les données de contamination. Alors, ces données de contamination, ou plutôt d'infection, ces données d'infection sont vraiment des données d'infection. En fait, il s'agit de nombre de tests d'ARN, enfin PCR, RT-PCR, puisque c'est un virus ARN positif. Et pour moi, il ne s'agit pas d'une donnée épidémiologique qui permet de calculer une incidence. Ça consiste uniquement à mettre en évidence des traces d'ARN sur les muqueuses respiratoires et il y a beaucoup de gens qui ont un test faiblement positif et qui ne sont probablement pas en période d'infection et encore moins contagieux, des personnes qui ne sont pas contagieuses. Donc, ces données d'infection, de nouveaux cas d'infection que l'on nous communique depuis l'été, pour moi, ce ne sont pas des données précises. Ces tests RT-PCR ne permettent pas de calculer une incidence. Et je m'insurge contre cela. Ce qui permet vraiment de parler d'incidence, ce sont les cas de maladie, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment malades. Et
étant donné que du côté des médecins généralistes, les données sont un peu à géométrie variable, je veux dire, au début de l'épidémie, on demandait aux patients qui se sentaient malades de ne pas aller voir le médecin généraliste. Ensuite, on les a poussés à aller les voir. Et je me suis rendu compte finalement que les vraies données qui étaient pertinentes, c'était premièrement le nombre quotidien de personnes nouvellement hospitalisées pour COVID-19 et deuxièmement, le nombre quotidien de personnes nouvellement admises en réanimation pour COVID-19. Et ce sont ces deux indicateurs avec le nombre quotidien de personnes nouvellement décédées de la COVID-19, c'est avec ces trois indicateurs que je construis mes courbes. Vous avez donc la première courbe qui est violette et qui représente le nombre quotidien de personnes nouvellement hospitalisées pour COVID-19. Alors, bien sûr, les personnes qui sont hospitalisées ne sont qu'une petite partie, c'est une extraction de l'ensemble des personnes qui sont infectées. Mais théoriquement, ce chiffre ne ment pas. Ces personnes sont hospitalisées avec un diagnostic de COVID-19. Puisqu'elles sont hospitalisées, ce sont en principe des cas relativement sévères. Et on sait que ces cas relativement sévères commencent à se manifester environ 14 jours après la contamination. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 6 jours d'incubation et ensuite 8 à 9 jours de délai d'apparition des formes sévères. Et on peut donc suivre la première vague donc avec un pic qui est atteint vers la fin mars, début avril. Et ce que l'on constate, ce que cette courbe montre bien, c'est que 14 jours après le début du confinement, donc 14 jours après le 17 mars, on a une baisse rapide de ce premier indicateur. Ce qui, pour moi, est un signe d'efficacité du premier confinement. Et je fais partie de ceux qui considèrent que le premier confinement a été une réussite, a été efficace. À Strasbourg, j'ai constaté, pour avoir circulé en ville par nécessité pendant la période de ce premier confinement, qu'il était assez bien respecté, avec quelques entorses dans les magasins de grande distribution, mais dans l'ensemble, il était bien respecté et on voit cette efficacité. La baisse vraiment importante du nombre de personnes nouvellement hospitalisées. Alors, on considère avec la COVID-19 qu'il y a environ 5% de toutes les personnes infectées qui sont hospitalisées, 1 sur 20. Bon, c'est un ordre de grandeur. Donc, il faudrait un peu multiplier cet indicateur par 20 pour avoir une idée du nombre de personnes qui sont vraiment malades de la COVID-19. La deuxième courbe, c'est la courbe qui est en bleu turquoise et c'est le nombre de personnes nouvellement admises en réanimation, mais je l'ai multiplié par un facteur de 3,5 pour qu'elle puisse apparaître sur ce graphe. Et si je ne l'avais pas fait, elle aurait été très aplatie et ininterprétable. Donc, on voit qu'elle est parallèle à la première courbe et que ces deux courbes sont écrasées pendant toute la période estivale. Et la troisième courbe, c'est le nombre de personnes nouvellement décédées, donc quotidien de personnes nouvellement décédées du fait de la COVID-19. Donc, ces trois courbes s'écrasent pendant la période estivale. La courbe de décès ne remonte pratiquement pas ou très peu depuis ce qu'on appelle la seconde vague, très peu. Et bon, je vais y venir tout à l'heure à propos de la mortalité globale, mais je sais, de par les témoignages que j'ai reçus, alors des témoignages de professionnels de soins, infirmières, médecins, des témoignages de familles de patients, notamment des familles de patients décédés, qu'il y a eu, et je présume que ça persiste encore, il y a eu un excès, il y a des excès
lorsque l'on attribue un décès à la COVID-19. Pour être plus clair, il y a un certain nombre de personnes, alors je n'en connais pas bien sûr la proportion, mais il y a un certain nombre de personnes dont le décès a été attribué à la COVID-19 alors que ces gens sont décédés de toute autre chose. Et bien entendu, cette façon de faire a contribué à augmenter le niveau de l'indicateur nombre quotidien de personnes nouvellement décédées. Okay. Bon, en revanche, avec les deux autres indicateurs, il est quand même plus difficile de modifier la réalité. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a bel et bien une seconde vague, mais qui est amortie en concernant la réanimation. Et ça confirme ce que l'on a dit depuis le début de la reprise épidémique, c'est-à-dire septembre, octobre, c'est qu'on a affaire avec cette deuxième vague, on a affaire à moins de cas graves que lors de la première vague. Et ça peut s'interpréter comme déjà, il faut quand même être positif, déjà une meilleure façon de prendre en charge les patients parce que la première vague nous a beaucoup appris. Nous avons effectué des erreurs de réanimation. On croyait lors de la première vague que la gravité de l'atteinte pulmonaire était liée à un œdème pulmonaire, un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et les autopsies que nous avons réalisées en France et dans d'autres pays nous ont appris qu'il y avait une composante vasculaire importante, ce qui nécessitait dès lors une prise en charge thérapeutique tout à fait différente, avec des traitements antithrombotiques, anticoagulants et une façon différente de ventiler les gens, moins de ventilation invasive et plus de ventilation non invasive. D'accord. Et donc, vous avez là le pic de personnes nouvellement hospitalisées qui est important. Alors, je voudrais également préciser une chose, c'est que lors du premier pic, c'est-à-dire en mars, il y avait, alors je ne veux pas dire un mot d'ordre, mais il y avait une forte tendance nationale à très peu hospitaliser les vieillards, c'est-à-dire les grands seniors et singulièrement ceux qui sont en EHPAD, en maison de retraite, parce que, eh bien, on avait très peur d'une saturation de l'offre de soins, d'une saturation des lits d'hospitalisation. Et on a fait plus ou moins ce que l'on condamne toujours, mais on l'a quand même fait sans le dire. C'était une espèce de tri des patients. Et c'est alors qu'on préconisait pour les grands vieillards, les grands seniors de maisons de retraite qui développaient une Covid, considérant qu'ils n'avaient pas beaucoup de chance lors d'une hospitalisation en médecine ou en réanimation, qu'il valait mieux les accompagner dans une éventuelle issue fatale. Et c'est alors qu'on a pris l'habitude de leur administrer des benzodiazépines très sédatives et dépressives respiratoires qu'est le Rivotril, par exemple. Alors que maintenant, on hospitalise beaucoup plus volontiers les grands seniors. Juste une chose, ces zigzags que vous avez, c'est parce que les données ne sont pas lissées, c'est ça? Voilà, elles ne sont pas lissées, puis il y a les effets de week-end, parce que pendant le week-end, eh bien, on travaille, les médecins travaillent autant, mais les épidémiologistes se reposent un peu plus que les cliniciens, et on rattrape les données le lundi. Voilà donc c'est cette courbe que je voulais vous montrer et qui est quand même assez significative et qui doit être interprétée avec les nuances que j'ai apportées en termes de cotation des décès et puis également en termes de prise en charge des formes sévères avec plus d'efficacité et une façon différente, optimisée, de soigner les gens malades par rapport à ce que l'on faisait au mois de mars. Maintenant, nous allons voir
l'évolution comparée de la courbe de mortalité globale. Donc, il s'agit là, cette fois-ci, non pas de la mortalité attribuable à la COVID-19, mais de la mortalité globale, c'est-à-dire toutes causes confondues et tous âges confondus. Donc, cette courbe, enfin, oui, cette courbe-là, ce n'est pas moi qui l'ai construite, c'est une courbe obtenue sur le site de l'INSEE. Alors, l'Institut national de la statistique est en principe un organisme tout à fait fiable. Et j'ai l'habitude de considérer que les données de l'INSEE sont des données fiables. Je dis ça parce que j'ai entendu dire récemment, lors d'interviews, que certains de mes confrères contestaient la fiabilité des données de l'INSEE quand, excusez-moi, mais quand peut-être elles n'étaient pas en accord avec le discours qu'ils avaient tenu jusqu'à présent. Hein. Ce que nous montrent ces données, donc 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ce que montrent ces courbes, c'est que finalement, bon an, mal an, eh bien, la mortalité en France, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, est à peu près lissée d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grandes modifications. C'est-à-dire que nous sommes un pays avec un système de santé qui est performant, un haut niveau de vie, et que finalement, en termes de mortalité, eh bien, on ne progresse pas beaucoup d'une année sur l'autre. On ne progresse pas, mais on ne régresse pas non plus. En revanche, ce que montre très nettement cette courbe, et c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu, lors du pic épidémique de la COVID-19, vraiment une augmentation très nette, indiscutable, de la mortalité globale. Donc là, cette fois-ci, vraiment, c'est tout à fait spectaculaire. On ne peut plus démonstratif. Et ce pic de mortalité globale lié à l'excès de mortalité lié à la COVID-19 est à comparer au petit pic de mortalité que nous avons eu d'autres années, notamment lors de pics de mortalité attribuables à la grippe saisonnière, hein, parce que la grippe saisonnière tue plus certaines années que d'autres, tout simplement parce que certaines années, on a un virus qui est beaucoup plus différent que celui des autres années, tout simplement par l'effet des mutations. Et puis, certaines années, eh bien, le vaccin est moins efficace parce qu'on n'a pas su anticiper les différentes évolutions du virus et on a un vaccin qui est moins performant que d'autres années. Voilà ce qui s'explique. Et on a un pic en 2003 lié à la fameuse canicule qui a donc tué beaucoup de gens. Vous voyez ce pic-là vraiment important de mortalité en 2003. Et ce pic d'excès de mortalité est plus élevé, mais plus étroit que le pic d'excès de mortalité que l'on a constaté avec l'épidémie de Covid-19 fin mars, début avril. Voilà. Et j'ai été très surpris en découvrant cette courbe sur le site de l'INSEE qu'il y a eu un petit pic en été 2020 d'excès de mortalité. Bon, il est vrai que pendant l'été, nous avons eu environ 15 jours de très forte chaleur. Bon, alors la définition de la canicule change. Bon, j'avais toujours la notion que c'était à partir du moment où pendant 3 nuits de suite, la température ne descendait pas en dessous de 25 degrés, mais je crois que ça a été modifié. En tout cas, on a eu un petit pic d'excès de mortalité cet été. Et alors, ce que l'on voit, c'est que finalement, là, cette deuxième vague dans laquelle nous sommes ne se traduit pas par un pic net d'excès de mortalité. Cette courbe n'est pas à jour puisqu'elle se termine début novembre. J'ai hâte qu'elle soit mise à jour. Mais voilà donc ce que l'on peut tirer comme information de cette courbe qui est très intéressante. Et elle a rencontré un grand succès auprès de toutes les personnes
auquel j'ai présenté cette courbe. Oui, elle permet de voir une vision historique et Absolument. d'identifier les éléments. Et puis de relativiser l'excès de mortalité qui se passe actuellement. Bon, peut-être que lors de sa mise à jour, on verra que ça augmente. Voilà. Alors, je voudrais maintenant vous parler de ce qui se passe dans mon hôpital, le CHU Strasbourg. Bon, ce ne sont pas des données confidentielles, hein, c'est des données que l'on peut obtenir. C'est un CHU, nous avons un peu plus de 2500 lits, en y comptant les quelques lits de maisons de retraite. Alors, que s'est-il passé? Bon, nous sommes dans le Grand Est. Le Grand Est a été très frappé par la première vague et puis un peu moins pour la seconde vague et moins que la moyenne des autres régions. Sans doute avons-nous beaucoup appris de la première vague. Ça, bon, je ne vais pas m'attarder, ce sont les nombres de tests PCR que nous réalisons. C'est Hôpital universitaire de Strasbourg, donc CHU Strasbourg. Alors nous en réalisons pour l'hôpital et puis pour des établissements extérieurs. Bon, ce que l'on constate, c'est que depuis le 1er septembre, finalement, ça n'évolue pas énormément. Si depuis environ la mi-octobre, il y a une petite augmentation du nombre de tests pratiqués. Bon, ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est un peu plus intéressant, à mon avis, c'est le taux de positivité de ces tests que l'on pratique tous les jours. Et on voit que depuis le mois de septembre, eh bien, il augmente régulièrement, mais régulièrement, doucement. Là, nous en sommes environ en moyenne à 8 à 9%. 8 à 9% en moyenne des tests que nous réalisons. Alors, à la fois pour l'hôpital et pour les établissements extérieurs, sont positifs. Voilà. Et juste pour revenir sur ces tests, vous pouvez expliquer le nombre de cycles qui sont utilisés pour les tests? Oui, alors, donc, bon, c'est l'occasion de parler un petit peu de la technique. La PCR, donc, c'est une technique d'amplification génique qui permet de détecter et d'identifier des traces d'ADN. Et la RT-PCR, c'est la même technique, mais appliquée à l'ARN, puisqu'il faut passer de l'ARN à l'ADN avec une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse. Donc, ces acides nucléiques, ARN et ADN, sont en très petite quantité. Donc, ce que l'on recherche sur la muqueuse rhinopharyngée, donc en arrière des fosses nasales, ce que l'on recherche, c'est l'ARN du SARS-CoV-2. Mais cet ARN, il est en principe en petite quantité, sauf chez les gens qui sont en pleine période infectieuse, bien sûr. Alors, étant donné qu'il est en très petite quantité, difficile à détecter, eh bien, on va amplifier les traces que l'on découvre et on fait donc un certain nombre de cycles d'amplification. Et sans entrer dans le détail, c'est un peu une politique biologique que l'on adopte. Et on considère que, alors, on est obligé de faire plusieurs cycles d'amplification parce que les traces que l'on détecte ne peuvent pas être reconnues par la machine. Voilà. Donc, on va donc augmenter, dupliquer un très grand nombre de fois les traces d'ARN que l'on trouve, de façon à ce que la machine, l'automate, puisse les reconnaître, les identifier. Et on considère qu'au-delà de 25 cycles, ça devient un petit peu excessif en ce sens qu'on risque d'avoir un résultat qui est faussement positif. Toujours est-il qu'en France, on a pris pratiquement depuis le début de cette politique massive de pratique massive de tests, on a pris l'habitude de dépasser 30 cycles et même plus parce qu'on a eu peur de passer à côté de personnes
porteuses de l'ARN, c'est-à-dire qu'on a eu peur d'avoir des faux négatifs. Résultat, eh bien, inéluctablement, on génère des faux positifs. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'en France, avec notre très grand nombre de cycles, bien au-delà de 30, on a des faux positifs, ce qui veut dire que beaucoup de gens qui ont un test faiblement positif sont des gens qui, selon toute vraisemblance, ne sont pas porteuses du virus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réplication virale, ne sont pas en phase infectieuse et sont encore moins contagieuses. Et c'est un gros problème. Et nos voisins, les Allemands, font beaucoup moins de cycles que nous. Donc, ils ont beaucoup moins de faux positifs. Et c'est quand même important pour pouvoir gérer l'épidémie. Je disais tout à l'heure que pour moi déjà, ces tests RT-PCR, avec la façon dont ils sont pratiqués, et cette politique de réalisation massive de tests, et en plus cette habitude que l'on a de faire beaucoup de cycles, donc ces données ne permettent pas vraiment de faire de l'épidémiologie. Et donc c'est quelque chose qui est embarrassant, qui est gênant, qui est difficile à interpréter. Or, ce que l'on constate, c'est depuis l'été, c'est le mode de communication du pouvoir exécutif qui est repris par les grands médias. C'est-à-dire qu'on nous parle de personnes nouvellement infectées en faisant un amalgame entre le nombre de nouveaux tests RT-PCR positifs et le nombre de personnes nouvellement infectées que l'on ignore complètement. Voilà le problème que l'on a. Bon, donc je vais passer ensuite aux autres courbes. Ce qui est intéressant, c'est le nombre d'appels journaliers reçus par le SAMU en lien avec la COVID. Donc le SAMU du CHU de Strasbourg. Alors on voit qu'il y a une augmentation depuis le 15 octobre, une augmentation importante, ce qui est également en rapport avec le phénomène de seconde vague. Le nombre de professionnels du CHU qui sont dépistés Covid positifs, alors évidemment, on aimerait que la prévention soit parfaitement efficace pour tous les membres du personnel hospitalier, qu'il s'agisse de soignants paramédicaux, de médecins. Et on n'arrive pas à avoir une prévention parfaitement efficace et il y a toujours des professionnels de soins qui se contaminent. Il y a des trous dans la raquette. La prévention n'est jamais complètement efficace. Et puis, il faut quand même le dire, la charge de travail est importante et il peut toujours arriver quand on est bousculé, quand on est surmené, quand on a un excès de travail, quand il y a des urgences, que l'on ne respecte pas bien les mesures de prévention et que l'on se contamine. Et puis, par ailleurs, il est toujours possible, bien entendu, qu'un professionnel de santé se contamine en dehors de son activité professionnelle. Et enfin, Juste pour revenir, une oui. question sur le dépistage. C'est vous utilisez aussi le RT-PCR en fait au niveau du dépistage. Tout à fait. C'est les mêmes outils de mesure. Oui, tout à fait. Et enfin, donc la dernière courbe, mais je pense la plus intéressante, celle qui va intéresser le grand public, ce sont les deux courbes qui concernent les patients hospitalisés avec un diagnostic de COVID-19, donc qui sont vraiment infectés et qui sont malades. Alors, les deux courbes qui reprennent finalement les deux indicateurs que j'ai sélectionnés pour construire mes courbes, mais là, il s'agit uniquement de ce qui se passe au sein du CHU de Strasbourg. Donc, la courbe qui est en rose clair concerne les patients hospitalisés en unité conventionnelle. Et alors là, ce sont les patients qui sont... il ne s'agit pas des patients qui sont nouvellement hospitalisés, mais c'est le nombre total de patients hospitalisés. Et on voit finalement que ce n'est pas énorme, c'est-à-dire que nous avons environ un peu moins de 2600 lits et nous avons environ 180 patients actuellement
hospitalisés, en cours d'hospitalisation, en médecine conventionnelle, avec un diagnostic de COVID-19. Nous avons des services qui sont dédiés à la COVID-19. Et la courbe en rose plus foncée correspond aux patients qui sont en réanimation. Et là, on voit que nous avons environ une quarantaine, un peu plus de 40, environ 50 patients qui sont en réanimation. Alors, je voudrais juste dire un mot à propos de la réanimation, parce que là encore, il y a un certain flou concernant la notion de patient admis en réanimation, patient hospitalisé en réanimation. Et j'ai constaté ce flou sur le site Santé publique France parce que je me suis aperçu, il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi, que le nom de l'indicateur avait changé. Auparavant, si je n'ai pas fait d'erreur, mais c'est quand même bien ce que j'avais vu. Auparavant, l'indicateur s'appelait patient hospitalisé en réanimation, patient nouvellement admis en réanimation, et je me suis aperçu que cet indicateur est devenu patient hospitalisé en réanimation et en soins continus ou intensifs, patient nouvellement admis en réanimation et en soins continus ou intensifs. Et j'ai demandé des explications. Bon, je n'ai pas eu d'explication qui m'ait été vraiment satisfaisante. Il y a un certain flou. Alors, ce flou, il est lié en partie au fait que, eh bien, on peut changer la définition, changer la catégorie d'un lit en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on peut transformer quelques lits de soins intensifs en réanimation. Et ça se fait en fonction des besoins. Mais donc, il faut savoir que cet indicateur ne représente pas uniquement les gens en réanimation. Quand on est en réanimation, on est dans un état grave, un état médicalement critique. Et chaque fois qu'une personne entre en réanimation, la probabilité pour qu'elle décède, Covid-19 ou pas Covid-19, est importante, elle est très élevée. Alors que dans les unités de soins continus, soins intensifs, au contraire, la probabilité pour qu'on décède, toute pathologie confondue, elle est beaucoup plus faible. Elle est beaucoup plus faible. Donc, il faut quand même avoir à l'esprit le fait que cet indicateur réanimation est un indicateur qui est ambigu, qui est un peu flou. Et je pense qu'on se laisse parfois abuser avec les données qui nous sont communiquées quotidiennement. Il ne s'agit pas que de réanimation. Voilà ce que Merci beaucoup de cette explication qui est très claire et qui est, à mon avis, utile, puisque ce que vous êtes en train, quelque part, de nous dire, c'est que l'hôpital s'est adapté et est capable d'adapter l'utilisation de ses moyens aux besoins, on va dire, de la population et de la maladie, ce qui est rassurant pour, on va dire, pour le citoyen que je suis, de savoir qu'on est capable, avec des moyens publics, de les adapter à la demande. En fait, c'est une adaptation de l'offre à la demande, on va appeler ça, qui est importante, puisque ce sont quand même les données publiques que l'on utilise. Et en même temps, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des indicateurs, qui sont des indicateurs de mesure, qui pourraient faire varier ces courbes, et qu'il faut être vigilant sur les modifications de ces indicateurs parce qu'on peut en tirer des conséquences ou des conclusions qui sont différentes. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, comme vous le dites, c'est très bien que l'hôpital s'adapte et on ne peut que s'en féliciter. Et c'est ce vers quoi doivent tendre les hôpitaux, c'est-à-dire la modularité. Hein. Mais d'un autre côté, ça se traduit par, sur le plan de la communication officielle, par des chiffres qui ne sont pas toujours justes. Voilà le problème que l'on a. Et c'est quand même c'est préoccupant parce que c'est de nature à inquiéter les gens parfois de façon excessive. Dites, docteur Gaillet, est-ce que, parlons un peu des patients, parce que c'est bien de voir des petits ronds sur une courbe, mais
Ce qu'il y a derrière, ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Si jamais ce n'est pas clair pour vous, comment ils le perçoivent, on va dire? Les patients sont aujourd'hui vraiment un peu, enfin les patients, alors on peut parler aussi du grand public parce que je suis également en lien avec beaucoup de gens qui ne sont pas, qui ne sont pas malades, qui n'ont pas été malades de la Covid-19. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, ça c'est vraiment indiscutable, c'est une grande inquiétude dans la population, une grande inquiétude qui n'est pas proportionnée à la réalité du risque. Parce que la Covid-19, bon, c'est une maladie qui donne des formes graves, 5%, peut-être un peu moins, 1 sur 20, qui tue, mais ça n'est pas la peste. Ça n'est pas la peste. La peste c'est une maladie effroyablement meurtrière. La Covid-19 est quand même infiniment moins grave que la peste. Or, on a l'impression que la perception est la même que celle de la peste, alors qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus armé pour lutter, pour traiter contre cette maladie. Donc, il y a déjà une très grande inquiétude. Ça se traduit dans les comportements. Il y a des gens qui n'osent plus sortir. Des gens qui n'osent plus sortir. Et pas uniquement des personnes très âgées, des adultes d'âge mûr. Cette inquiétude, cette anxiété, elle est transmise aux enfants. Il y a vraiment un climat d'anxiété qui est, je trouve, vraiment disproportionné par rapport à la réalité du risque. Alors, par ailleurs, les patients, bon, ceux qui contractent la maladie, ils ont quand même encore souvent tendance à être un peu négligents, moins qu'au mois de mars. Mais beaucoup de gens, justement, du fait que cette maladie commence vraiment progressivement, insidieusement. Donc, quand une maladie commence progressivement, on a tendance à se dire, bon, ce n'est pas très grave. Oui, je suis un peu plus fatigué qu'hier, je me sens un peu fiévreux, j'ai un peu mal à la gorge. Mais comme ce n'est pas très brutal comme la grippe ou d'autres maladies, on a tendance à minimiser. Et il y a encore beaucoup de gens qui sentent qu'ils ont des symptômes anormaux, que c'est peut-être ça, mais qui ont encore tendance à minimiser, à négliger cette maladie. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment ce qui est très gênant, c'est que la gravité de la COVID-19 est perçue comme beaucoup plus élevée qu'elle n'est en réalité par le grand public, du fait de cette communication qui s'appuie beaucoup sur la mortalité et sur un nombre vraiment majoré de cas d'infection. Et personnellement, ça me gêne beaucoup, cette communication qui a été adoptée par le pouvoir exécutif et repris par la plupart des médias. Ça me gêne beaucoup parce que, outre la catastrophe économique que ça représente avec les restaurateurs, tous les petits commerçants, en plus, il y a ce climat d'anxiété et même une tendance dépressive qu'on a chez certaines personnes qui se disent quand on va en sortir. Il y a vraiment un climat psychologique qui est plus que morose, qui est très, très inquiétant et qui s'ajoute au désastre économique auquel on assiste. C'est un vrai désastre économique. Alors, on entend tout le temps le gouvernement qui nous dit on a débloqué des milliards, on a débloqué des milliards. Mais ce déblocage de milliards, il faudra bien qu'on les rembourse. On est en train de s'endetter. Enfin, quand les gens réfléchissent à tout ça, il est certain que ça augmente le climat d'anxiété. Je crois qu'il faut quand même apaiser les esprits. Oui, on est en épidémie. Oui, il y a une deuxième vague, mais on a des moyens. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat concernant les thérapeutiques.
Mais je voudrais dire que je travaille avec un collectif de médecins généralistes qui ont d'excellents résultats avec notamment les antibiotiques de la famille des macrolides, c'est-à-dire azithromycine, clarithromycine, en prescrivant ces antibiotiques très tôt, et bien sûr avant que d'éventuelles complications ne surviennent. Et puis, il y a des gens qui associent ces antibiotiques de la famille des macrolides, azithromycine et clarithromycine, avec l'hydroxychloroquine. Et beaucoup de médecins généralistes ont de très bons résultats. Moi, je ne veux pas entrer dans les histoires de laboratoire, mais ce qui me choque vraiment, ce qui me choque profondément dans cette affaire, c'est qu'on a empêché des médecins généralistes de soigner, de traiter des patients quand ils les voyaient, comme bon leur semblait, mais pas bon leur semblait uniquement parce qu'ils avaient telle ou telle idée qui leur semblait géniale. Non, en fonction de leur expérience, en fonction des informations qu'ils pouvaient recueillir avec des témoignages de médecins étrangers. On a notamment ce fameux médecin new-yorkais et qui a appliqué ce protocole depuis le début et qui dit qu'il a énormément communiqué, qu'il a eu d'excellents résultats avec cette association d'azithromycine, d'hydroxychloroquine et de zinc. C'est le docteur Zelenko, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et il a l'expérience qu'il a, mais on ne peut pas l'enlever. Alors on va dire que ce n'est pas scientifique, mais bon, ça sera l'objet d'un autre débat. Qu'est-ce que la science? On a une vision complètement déformée de la science aujourd'hui. Il y a beaucoup de médecins qui pensent que la science, ce sont uniquement des essais thérapeutiques contrôlés, randomisés en double aveugle et dont les résultats sont validés par des tests statistiques. Mais je regrette, ce n'est pas ça la science. Ça n'est pas ça la science. Voilà. Et ni la médecine, quelque part. Ni la médecine. Il faut relire Claude Bernard. Enfin, c'est pas ça la science. Je suis désolé. Et c'est une image que nous véhicule l'industrie pharmaceutique pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, mais la science n'est pas ça. D'accord. On empêche les médecins de soigner comme bon leur semble et on nie leur expérience. Mais ça, je suis révolté. Voilà, je tenais à le dire. Ben, je vous remercie. C'est très clair et ça paraît clair. Donc, des patients qui sont inquiets, des patients qui ne comprennent pas, des médecins qui sont des médecins qu'on empêche de soigner, on empêche comme de soigner. ils voudraient, en leur âme et conscience, mais pas uniquement, et en fonction de leur expérience et de leur connaissance. Et ça a de la valeur. Juste pour revenir en tant que médecin, on a beaucoup parlé des gestes barrières, des moyens de prévenir. Donc, vous avez parlé d'un traitement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du masque, des autres gestes barrières? Puisque j'imagine que vous devez avoir des questions de la part de vos patients à ce sujet, de leur efficacité. Tout à l'heure, vous avez parlé des soignants et du degré d'infectiosité de ces soignants, de ce personnel dans les modes préventifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est une question très complexe. De toute façon, depuis qu'on a découvert ce virus, ce SARS-CoV-2, la maladie qu'il donne, la COVID-19, on se rend compte que beaucoup de choses sont complexes, et y compris la transmission du virus. C'est l'occasion de dire qu'un virus n'est pas de la matière vivante. Un virus, c'est un acide nucléique, en l'occurrence un ARN, donc c'est une grosse molécule tout simplement, résistante sur le plan physico-chimique, mais c'est une grosse molécule qui est associée à des enzymes et qui est entourée, protégée d'une capside protéique, et pour certains virus comme le SARS-CoV-2, entourée d'une enveloppe lipidique à la surface de laquelle il y a des antigènes. C'est tout. C'est tout. Un virus, il n'y a pas de métabolisme, il n'y a pas d'énergie, et il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas
d'augmentation de taille, il n'y a même pas de multiplication, parce que c'est très difficile de comprendre ce qu'est un virus. Mais en fait, un virus, c'est un poison biologique. C'est un poison biologique. C'est-à-dire que c'est l'acide nucléique qui infecte la cellule, qui empoisonne la cellule. Mais le virus ne se multiplie pas. C'est la cellule qui le multiplie. Lui, il est complètement passif. C'est-à-dire qu'il est acheminé passivement et c'est la cellule qui l'absorbe et qui le réplique. Alors, la façon de se transmettre, le mode de transmission du virus, pendant longtemps, on ne l'a pas parfaitement compris et il y a eu des tergiversations à propos des aérosols. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui avec le vocabulaire. Pourquoi? Parce que nous héritons de beaucoup de termes techniques qui nous proviennent de la langue anglaise, américaine, et beaucoup de termes sont des faux amis. Ils ressemblent phonétiquement à des termes que nous avons dans la langue française, mais ils n'ont pas le même sens. Et on a eu ce problème avec le mot aérosol. En toute rigueur, le terme aérosol en anglais n'est pas tout à fait, n'a pas le même sens que le mot aérosol en français. C'est-à-dire qu'aérosol en anglais a une signification beaucoup plus précise qu'en français. En français, l'aérosol, c'est tout ce que l'on émet, tout ce qui se retrouve dans l'air. On parle aussi de percolation. Et toujours est-il que le SARS-CoV-2 est émis dans l'air, non pas seul, parce qu'un virus n'est jamais seul dans l'air, il est toujours véhiculé, il est porté par des particules. Et ces particules sont de deux types. Il y a les microgouttelettes, qui sont en fait des aérosols humides, qui sont des aérosols lourds avec une forte densité, riches en eau. Et puis, il y a les particules aéroportées, et qui sont des particules très fines, très légères, pauvres en eau, avec une faible densité. Et ça correspond à ce que les Américains, les Anglais américains, appellent les aérosols. Alors que pour nous, en France, aérosol, c'est l'ensemble des deux, des microgouttelettes et des particules aéroportées. Toujours est-il qu'on a beaucoup discuté, est-ce que le virus est véhiculé par des particules aéroportées ou uniquement par des microgouttelettes? Ça change tout. Aujourd'hui, on admet qu'il est essentiellement véhiculé par des microgouttelettes pour 4/5. Ces microgouttelettes ne restent pas en suspension dans l'air. Elles sédimentent au bout de quelques minutes, peut-être 5-10 minutes au maximum. Donc, elles ne restent pas en suspension dans l'air. Et elles ont une faible portée, mais qui peut aller jusqu'à 1,50 m et non pas 1 mètre. J'en profite pour dire qu'il y a eu une erreur de communication en France dès le début de l'épidémie. Je pense que le pouvoir exécutif n'a pas voulu rectifier cette erreur pour ne pas se déjuger, mais la distance de sécurité, ce n'est pas 1 mètre, c'est 1,50 m. Et vous pouvez regarder les recommandations dans tous les autres pays, c'est 1,50 m, ou dans certains pays, 1,80 m, c'est pour les pays qui ont des unités en pied. Voilà. Donc 1,50 m. Alors que les particules aéroportées, ce que les Américains appellent les aérosols, ces particules aéroportées restent longtemps en suspension dans l'air, des heures, et ont une très longue portée, des mètres et des mètres et des dizaines de mètres. Et c'est ça qui a fait beaucoup discuter. Ces particules aéroportées, est-ce qu'il y en a beaucoup avec le SARS-CoV-2? Est-ce qu'il faut vraiment le redouter? Oui, on sait qu'aujourd'hui, le phénomène existe, qu'il faut le prendre en compte, mais qu'il est minoritaire, il est secondaire par rapport aux microgouttelettes. Donc, il ne faut pas exagérer le risque lié aux particules aéroportées, on les appelle parfois des poussières. Voilà. Et donc, il y a également une transmission par les mains. Mais pour moi, c'est ce que j'ai dit depuis le début, la première des préventions, ça reste quand même le masque. Mais le masque de qualité, performant, bien porté, et ça doit être un masque qui a un pouvoir filtrant bidirectionnel, c'est-à-dire un masque enveloppant. L'idéal, c'est le masque FFP2, mais c'est un masque qui est tellement coûteux que même dans les établissements de santé, on n'arrive pas à en fournir à tous les soignants. Et c'est pour ça qu'on a dit que le masque
chirurgical suffisait. Mais on sait très bien que le masque chirurgical, c'est un masque qui est plutôt unidirectionnel. En tout cas, il est moins enveloppant, il est moins couvrant, il n'est pas étanche et il protège beaucoup plus mal la personne qui le porte que le masque FFP2. Mais même, je crois, ça c'est mon avis, que les masques en tissu qui répondent aux recommandations de la FNOR et qui sont très, très enveloppants et qui s'ajustent bien sur les joues, sous le menton, sous les yeux, et que l'on recommande, alors que beaucoup de gens mettent des masques chirurgicaux qui ne sont pas étanches et qui ont en principe une durée de vie, une longévité qui est de quelques heures, alors que les gens ont tendance à les réutiliser pendant des jours. Et ça aussi, ça m'a beaucoup gêné dans la communication. C'est-à-dire qu'on a imposé le masque, mais sans précision. Et finalement, ce que je vois, c'est que je vois une grande hétérogénéité de masques. Alors, je vois des gens qui sont probablement anxieux, qui ont des masques, pratiquement des masques de protection chimique pour les accidents chimiques, avec des valves extrêmement étanches, et puis des gens qui ont des masques en tissu qui ne me paraissent pas très performants, ou des masques chirurgicaux qui ont été portés pendant des jours et qui sont chiffonnés, qui sont sans doute un petit peu altérés. Donc, on a laissé les gens se débrouiller avec la notion de masque. Et que font finalement les policiers? Ils contrôlent le masque en tant que pièce d'uniforme. La personne a-t-elle un masque ou pas? Je ne sais même pas s'ils font des observations pour aux gens qui ont des masques sous le nez. Je ne le sais pas. Ça ne m'a pas été rapporté. Mais on pourrait le penser. Je ne sais pas quelles sont leurs directives. Mais vraiment, actuellement, le masque, c'est devenu une pièce d'uniforme à laquelle on s'habitue. Et votre point de vue pour les enfants, Pour les enfants, je suis contre. Je regrette parce que on en a énormément parlé du cas des enfants. Il y a eu plusieurs études, notamment cette étude qui a été menée en Île-de-France. Beaucoup d'études ont été menées sur les enfants. On a d'abord dit, dans un premier temps, alors ça a été le discours que l'on tenait en avril-mai, on disait que les enfants, les jeunes enfants, les enfants en bas âge, en dessous de 6 ans, étaient en dessous de 6 à 10 ans, étaient réfractaires à l'infection. C'est-à-dire que non seulement ils ne développaient pas d'infection symptomatique, mais qu'en plus, le virus ne prenait pas chez eux. On a dit qu'ils étaient réfractaires. Ils ne s'infectaient pas tout simplement. Ensuite, on a dit qu'ils pouvaient quand même s'infecter, mais qu'ils ne développaient pratiquement jamais de forme symptomatique. Et puis alors maintenant, on commence à dire, alors qu'on disait le contraire il y a quelques mois, qu'ils peuvent quand même transmettre et qu'il faut les obliger à porter un masque. Personnellement, je suis contre, comme je suis contre le masque porté à l'extérieur. Pour moi, c'est un non-sens, le masque à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il y a toujours un petit peu de vent, et puis surtout si on est en mouvement, les particules que l'on émet, qui sont éventuellement chargées de virus, elles se dispersent très rapidement dans l'air, et elles ne peuvent pas atteindre la cible, ne peuvent pas atteindre une autre personne, sauf si on est proches les uns des autres, immobiles, dehors et sans vent. Là, d'accord. Moi, je serais pour que les gens qui marchent, qui font du vélo, quand on est sur le trottoir, qu'on se déplace, qu'on n'ait pas besoin de mettre un masque, mais que dès l'instant où l'on s'arrête, on commence à discuter, là, on porte son masque. On pourrait quand même affiner la prévention au lieu de faire des choses schématiques comme ça, qui ne sont pas adaptées au risque et qui finalement saturent les gens. Les gens sont un peu saturés. Ils mettent les masques, mais je le disais tout à l'heure, un peu comme une pièce d'uniforme. Mais combien de personnes se sont vraiment posé la question du mode d'action du masque par rapport à la taille des virus, par rapport à la taille des particules qui transportent les virus? Combien de personnes se posent la question de la durée d'action du masque?
Et puis, on pourrait également parler du lavage des masques. Beaucoup de personnes pensent que le masque, parce qu'on l'a mis pendant une période d'épidémie de Covid, il est automatiquement chargé de virus et ont peur de le toucher, alors qu'en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et je considère qu'on n'a pas à laver les masques, sauf s'ils sont manifestement souillés, abîmés, etc. On va les user de cette façon. On a créé une véritable anxiété maladive. Hein. Les gens ont tendance à voir du virus partout maintenant. D'accord. Et le virus donc, dans l'environnement, il persiste très peu dans l'environnement, très peu. ce qui veut dire que donc, quand on revient aux gestes barrières, des gestes simples, bien expliqués, avec donc, le lavage des mains, des usages de masques qui seraient codifiés et qui correspondraient à des usages et nuancés. C'est le propos que je retiens de votre Il faut beaucoup approche. plus nuancer. Les Français sont des gens qui sont instruits, qui comprennent les choses. Ils comprennent les choses. Ça s'est quand même beaucoup mieux passé dans certains pays. On cite souvent le Vietnam, la Suède. Alors évidemment, en Suède, on dit un peu tout et son contraire. Bon, ça s'est quand même mieux passé dans ces pays-là. Et quand on regarde le détail de la communication, ça a été une communication qui était beaucoup plus détaillée, plus responsabilisante et moins infantilisante, moins schématique. Les gens donnent l'impression de s'être approprié le risque et de le gérer avec beaucoup plus de finesse que ce que l'on voit en France. Hein. Et bon, alors, il y a quelques semaines, j'étais à Paris dans un séminaire, c'était un centre privé, et donc un assez gros centre qui comporte beaucoup de salles de formation. Et justement, j'étais avec des médecins pour parler du coronavirus, mais il y avait également dans d'autres salles du bâtiment des étudiants. Et alors, j'ai constaté qu'il n'y avait que dans notre salle que les gens portaient le masque. C'est-à-dire que les étudiants, en fait, dès qu'ils ont la possibilité, quand ils sont entre eux et quand ils sont dans des lieux privés, eh bien, ils enlèvent le masque. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était important de porter le masque parce qu'ils pouvaient transmettre le virus à d'autres personnes et eux-mêmes pouvaient également développer des infections qui pouvaient quand même être un petit peu sérieuses. Alors, je me suis rendu compte à cette occasion que, oui, les gens portaient leur masque quand il s'agissait d'être vus par les autres pour sembler être un citoyen discipliné qui porte son masque, mais dès qu'ils en ont l'occasion, dès qu'on ne les regarde pas, ils enlèvent le masque. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas intégré la valeur préventive du masque, ils n'ont pas vraiment compris à quoi il servait et ils n'ont pas vraiment admis la réalité du risque. Voilà. Est-ce que vous feriez un parallèle un peu comme la ceinture de sécurité dans les voitures dans les années 70 où on a mis longtemps à comprendre son utilité et aujourd'hui c'est accepté Oui, c'est un bon parallèle, effectivement. Et j'y pense souvent, j'en parle assez souvent. La ceinture de sécurité, en plus, est là pour nous protéger uniquement nous, et en aucun cas les autres. Et pourtant, lorsque l'on a commencé à équiper les voitures de ceintures de sécurité, surtout les ceintures de sécurité en rouleur, il a fallu rendre obligatoire son port par voie réglementaire pour que les gens la bouclent alors qu'il s'agit de leur santé, de leur prévention à eux. Et bon, cet exemple de ceinture de sécurité montre à quel point l'adhésion à des mesures de prévention efficaces, très efficaces, comme la ceinture de sécurité ou d'autres, l'adhésion est difficile. Elle est difficile et je pense particulièrement en France. Nous n'avons pas un esprit préventif en France. Nous sommes plus
latin que germanique, je pense. Et docteur, on a pris beaucoup de votre temps. Si vous aviez euh, le mot de la fin ou les deux ou trois choses les plus importantes pour vous, ça serait quoi? Cette épidémie n'est pas terminée, mais elle n'a pas la gravité que beaucoup de personnes ont perçue dans les discours officiels qui nous sont donnés. Oui, il faut faire attention. Oui, il faut porter le masque quand on est à l'intérieur des locaux et entre soi, parce qu'il faut limiter la circulation du virus. Mais ne vous inquiétez pas, cette épidémie va se terminer. Il y aura peut-être encore quelques soubresauts. Et il faut retenir le fait que les gens qui font des formes sévères sont quand même surtout des gens qui ont beaucoup de facteurs de risque, c'est-à-dire des gens qui sont obèses, qui sont insuffisants respiratoires. Cette maladie tue très peu les personnes qui ont une bonne santé, qui sont relativement jeunes. Donc, ne soyez pas terrifiés par cette maladie. Elle n'est pas terrifiante. Elle est sérieuse. Il y a des gens qui en meurent, mais moins qu'on le dit, moins qu'on le pense. Ça va s'arrêter un jour. C'est un coup dur pour la France, mais rassurez-vous, ça va se terminer. Je suis persuadé qu'il y aura une immunité collective, mais respectez les mesures et surtout le masque à l'intérieur des locaux quand on est entre soi et le lavage des mains avant de les porter à sa bouche. Avant de les porter à sa bouche ou de toucher de la nourriture. Il ne s'agit pas de se laver les mains toute la journée. Il faut les laver au bon moment. Et le bon moment, c'est quand elles vont arriver dans la bouche ou quand elles touchent quelque chose qui va arriver dans la bouche. Donc, Encore une fois, c'est la nuance. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. Et comprendre les choses. Je vous ai entendu dire quand même un message important tout à l'heure sur laisser les médecins soigner. C'est peut-être aussi le message. Laisser les médecins soigner, laisser-les utiliser leur expérience, les informations qu'ils s'échangent entre eux. Il y a de nombreux réseaux de médecins. La communauté des médecins généralistes en France, c'est une communauté qui est soudée. Il y a énormément de communication et ils ont la connaissance, ils ont l'expérience. Et surtout, par pitié, arrêtons de leur opposer la soi-disant science pharmaceutique à leur expérience. Moi, je préfère leur expérience. Je préfère leur expérience parce que ce sont eux qui soignent, ce sont eux qui voient les patients. Voilà. Écoutez, docteur, merci beaucoup pour ce très long entretien. Donc, merci à vous. C'était très complet et je vous souhaite donc une bonne journée et puis à bientôt. Merci à vous.